un gros syndrome de l'imposteur parce que t'étais pas freelance, pas expert, aucune formation, etc. Et advienne que pourra, peut-être il y aura des opportunités. Et t'as tenu? Hey! Bienvenue sur ce podcast L'effet kangourou. Je m'appelle Valentine Soda et je suis ravie de débarquer sur ton écran et dans tes oreilles. Je suis la CEO d'une boîte qui s'appelle Marketing Fastoche et en rencontrant des entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'on avait tous cette même capacité à rebondir après un échec. Et ça, c'est génial parce que tu peux en sortir avec une foultitude d'apprentissages que tu vas pouvoir retrouver dans ce podcast et dont tu pourras tirer parti, mon ami. Laisse-moi te présenter mon invité d'aujourd'hui. Il n'a pas sa langue dans sa poche et il a su jouer des coudes pour rebondir et retomber sur ses pattes. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir aujourd'hui Christopher Piton. Bonjour Christopher et bienvenue dans ce premier épisode de l'effet kangourou. Salut Valentine, merci beaucoup à toi pour ton invitation et puis heureux d'être là aujourd'hui dans ce magnifique studio. Je suis ravie de t'accueillir dans ce studio qui est en fait chez moi. Je suis ravie de t'accueillir. Ravi également. Je suis très heureuse de faire ce premier épisode avec toi parce que moi je te considère un petit peu comme mon tonton de LinkedIn, je te l'avais déjà dit, mais tu as vraiment marqué mon aventure entrepreneuriale, tu m'as poussée à me lancer, malgré toi, sans le savoir. J'ai été un petit peu curieuse sur ton parcours et j'ai vu qu'il était pas mal semé d'embûches, de certains coups durs, ça m'a rendue très curieuse. Est-ce que tu serais partant pour aujourd'hui nous imprégner de ton vécu ? Eh bien avec un grand plaisir et puis sans tabou. Sans tabou. Je pense d'ailleurs que ça peut être super utile pour toi de retenir un petit peu les leçons que Christopher a pu apprendre au cours de son parcours. Tu vas voir, c'est assez dingue. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter à la caméra qui est déjà fan de toi, s'il te plaît ? Bonjour, caméra fan de moi, je suis Christopher Piton, chauve trentenaire, 33 ans. Et du coup, moi, je suis coach, auteur et formateur sur LinkedIn. Et ma mission, c'est d'accompagner les indépendants et les entreprises à développer leur activité sur LinkedIn et grâce à une stratégie de contenu bien huilée. C'est pas mal comme C'est pas mal comme présentation. Ouais. Est-ce que tu peux nous caler des mots anglais un peu stylés ? Copywriting, storytelling. Ghostwriting aussi. Ghostwriting. Beaucoup ghostwriting. Coaching. Ok. Alright. J'ai une première question pour toi, du coup. Dans quel environnement tu as grandi ? Dans quel environnement j'ai grandi ? Moi, j'ai grandi dans un environnement qui était assez particulier. Donc moi, j'ai grandi dans des logements HLM, donc avec des parents qui sont dans le milieu du bâtiment. Donc mon papa était peintre en bâtiment et ma maman femme de ménage dans des milieux hospitaliers et dans des bâtiments aussi juste après les constructions. Et du coup, moi j'ai grandi sans modèle, sans aide parce que mon papa il est décédé tôt. Et du coup, j'ai pris le rôle de mon papa en fait pour après aider ma maman, aider mon petit frère en fait à grandir, à avoir lui-même un modèle. Donc du coup, en gros, l'idée c'était que je fasse bonne figure, que je sois un petit peu le garçon sans faute, le garçon sur qui il peut s'appuyer pour après grandir, évoluer, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'environnement dans lequel j'ai vécu. T'as grandi vite ? Grandi très vite, trop vite même parfois. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais. J'ai mis ma tenue de combat pour t'expliquer ça. Ce sujet, il est très très sensible et c'est la première fois que Christopher l'expliquait, surtout en vidéo. Ça doit vraiment pas être simple. Moi, j'ai le cœur gros rien que de l'écouter et j'espère que toi, son témoignage te touche aussi. Allez, on est reparti. T'as qu'un petit frère ? J'ai qu'un petit frère, ouais. Uniquement 2 ans. 2 ans d'écart ? Ouais. Comme mon petit frère aussi ? Ouais, carrément. Trop drôle. Excellent. Ok, et du coup, est-ce que tu t'es destiné tout de suite à faire des études pour montrer un petit peu montrer un peu le chemin ? En fait, au début, j'étais totalement paumé. Moi, mon objectif, c'était juste d'avoir un taf qui me permette de vivre confortablement. Donc, j'avais juste cette idée-là de dire je ne veux pas revivre les mêmes galères que ma mère qui a dû après s'occuper de nous toute seule. Et donc, l'idée, c'était de trouver un métier qui puisse, moi, m'aider juste à vivre correctement et à sortir de cet environnement qui était pas le meilleur pour moi dans un logement HLM. Donc, je voulais vraiment m'élever un peu plus. Okay. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les études classiques. Et avec le syndrome du bon élève, l'objectif d'être le premier de la classe, de faire profil bas, d'être justement le bon élève, celui qu'on remarque pas dans la classe, mais celui qui auprès des élèves peut être le chouchou en fait. Parce que le gars est très studieux, il a un vécu difficile, mais du coup il arrive à rester dans les bonnes cases. Et du coup j'ai fait des études classiques, un BTS à gestion. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, ok, je fais quoi après ? Et du coup, c'est là que j'ai fait une reconversion pro. J'ai pompé toutes mes économies parce que j'avais fait énormément de missions d'intérim entre BTS et le moment où j'ai réfléchi à cette reconversion. Et c'est là où j'ai été toqué à toutes les portes. C'était en 2012 pour trouver en fait une personne qui pourrait m'accepter pour me former au web. Parce que moi, j'étais vraiment
très très fan de tous les blogs voyages, de tous les blogueurs en fait à cette époque-là, et qui disaient qu'ils arrivaient à vivre de leur activité, à vivre de leur blog et donc à vivre de leur écriture. Et du coup, je me suis dit, moi j'ai aucune qualification, j'ai aucune légitimité, comment je peux faire pour avoir ces compétences-là sans faire une formation payante parce que ma mère n'a pas les moyens de me payer cette formation-là. Donc du coup, je vais toquer à toutes les portes. Il y a une seule personne que je remercie aujourd'hui, qui s'appelle Renaud Varocco, qui m'a ouvert les portes de son agence et qui m'a formé pendant 6 mois, ce qui m'a permis, moi, après, de pouvoir gagner en compétences, apprendre ce que c'était que le référencement naturel pour réussir à bien positionner son site sur Internet. Et à partir de là, j'ai compris que c'était vraiment dans l'univers du web que je voulais m'orienter avant de commencer à communiquer sur LinkedIn quelques années plus tard. Mais alors attends, tu parles des blogs voyages et tout ça, c'était en quelle année? Ça, c'était au début d'Internet? C'était 2010-2012, donc il y a 12 ans, quoi. J'avais encore des cheveux en plus. La sainte époque. Ouais, c'est clair. C'est fou. Donc c'était le tout début des blogs voyages. Moi je me souviens, j'étais encore gamine, mais en 2010-2012, j'avais 14 ans. C'était le début du coup où on commençait à avoir nos propres ordi et tout. Je me souviens qu'à l'époque, les blogs voyages, on pensait que c'était plus une passion, mais c'est vrai que ça prenait. C'était le début presque de l'influence parce qu'on suivait les personnes pour leur personnalité. C'est ça. Et je suivais une personne en particulier, je m'en souviens encore. Et j'avais vu sa première vidéo où il déballait tout son sac de voyage, se dire ça y est, je vais pas refaire le tour du monde, parce que moi, du coup, ça me donnait encore plus envie de faire un tour du monde, de voyager à l'étranger, de découvrir d'autres cultures, etc. Parce que très très fan du Japon et je voulais vraiment partir là-bas. Et ce gars-là, en fait, il a commencé à faire le premier blog vidéo. Et du coup, c'est Alex Viseo. Et du coup, c'est le premier que j'ai suivi. J'ai suivi ses aventures en vidéo, etc. Et je suis aussi Bruno Maltor. Qui aujourd'hui est toujours très très bien connu dans l'écosystème. Et du coup, je me suis plongé dans cet univers-là et j'ai essayé de décomposer, de déconstruire, de voir comment ils réussissaient finalement un petit peu à construire une communauté, comment ils réussissaient à développer leur visibilité, comment ils réussissaient à créer une connexion en fait avec les lecteurs ou les spectateurs derrière l'écran. Tu étais déjà dans cette analyse-là à l'époque? Tu avais quel âge en 2010-2012? 2010, j'avais 21 ans. Et 21 ans, tu étais déjà en train de décortiquer la stratégie marketing derrière quelque chose que tu aimais bien? Inconsciemment. C'est avec du recul que je me suis dit que en fait, j'avais ces prédispositions-là à faire des analyses en fait, dès qu'il y avait quelque chose qui me plaisait et dès que je me disais qu'il y avait peut-être moins un potentiel de pouvoir aller toucher en fait, cette voie-là. Et c'est quoi qui te plaisait là-dedans, dans ce qui est blog voyage, la création de contenu, les vidéos aussi, tout ça? C'était la nouveauté? Alors, c'était pas la nouveauté, c'était le fait qu'à travers une personne qui vit son quotidien, qui présente son voyage, qui réussissait en fait à travers nos écrans à nous embarquer, à nous faire voyager en fait. Et du coup, lui, Alex Viseo, il avait une manière qui était unique, c'est qu'il le faisait en vidéo alors qu'à l'époque YouTube et tout ça, c'était pas foufou quoi. Et du coup, il a réussi à nous embarquer dedans, à m'embarquer dedans. Et je me suis dit, waouh, ce mec-là, juste à travers ses paroles, à travers ses images, alors qu'il avait certainement une caméra totalement claquée au sol, il a réussi à m'embarquer dans son voyage semaine après semaine, mois après mois, et je me suis dit mais c'est dingue, est-ce que c'est possible de le faire à mon échelle, à mon niveau? Et c'est là que j'avais commencé à créer mon premier blog voyage, moi aussi, 2 ans plus tard, en 2014. Génial! Et ta première destination, c'était quoi? Le Cambodge. Évidemment. Évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé au Cambodge? Ce qui s'est passé au Cambodge, c'était le premier voyage que j'ai fait avec ma compagne pour aller voir et rencontrer sa famille sur place. Ok, et tu l'as rencontré jeune du coup? J'ai rencontré jeune, c'est mon premier amour. Et du coup, j'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Ah, c'est chou. Ah, c'est trop chou. Donc, une très très belle histoire. Il y a quelque chose, je vais un petit peu tricher parce qu'on se connaît un petit peu en dehors du boulot. J'aimerais savoir, et je te demande ça absolument innocemment, comment tu l'as rencontré? Comment tu lui as plu à ta femme déjà? Non, raconte-moi, je veux savoir. C'est excellent. Alors à l'époque, on parlait de Facebook. Facebook, c'était vraiment les prémices. Là, on est en 2007. C'est les prémices. Et du coup, je ne connaissais pas Facebook. Je suis au lycée et tout ça. Et moi, le seul réseau social d'époque qu'on entend parler, c'est bahut.com.
Et Bahut.com, du coup, moi on me dit d'y aller. À l'époque on est sur MSN, on échange que sur MSN, etc. avec mes potes et tout. Et on me dit ouais, va sur Bahut, c'est un réseau social super cool, tu peux créer des groupes, des clubs, tu peux partager de la musique, j'ai une question, tu peux t'exprimer, etc. quoi. Il ressemble à quoi le Christopher de 2007? Genre il est habillé comment? Il écoute quoi comme style de musique? Il est plutôt stylé? Alors le Christopher 2007, je vais pas dire qu'il est très stylé, ça dépend déjà sur quoi on se base, mais il a des cheveux déjà. Ok. Vraiment très très stylé, ses cheveux, une belle coupe, un petit peu à l'époque à la coréenne, un peu comme ça, sur les côtés comme ça. J'allais dire Justin Bieber, mais il était pas né. Justement, Justin Bieber, on pourrait croire, mais c'est un peu mon style de coupe. Ok. Ouais, mais sauf que je connaissais pas encore à ce moment-là. Tout de suite à votre écran, une image de Christopher à cette époque-là. Peut-être. Et du coup, le Christopher à ce moment-là, en fait, il est habillé de manière, je vais pas dire similaire, mais jean, basket, chaussettes et pull, quoi. Ok. Voilà, classique. Et quand il entend parler de Bahut.fr, il est comme un ouf. Là, il est comme un ouf et se dit, mais c'est dingue ça. On n'a plus juste besoin de communiquer par MSN. Là, on peut vraiment découvrir la vie des gens. On peut échanger en direct avec eux en message privé et suivre leur vie du quotidien. Un peu un Skyblog, mais en version améliorée. Okay. Parce que j'avais un Skyblog aussi avant, que j'ai toujours, mais dont je ne divulguerai jamais. Je suis sûr qu'ils vont finir par trouver. Je vais le trouver. Je crois qu'il va falloir que je fasse une amélioration, mais j'ai plus mes mots de passe et tout ça, donc le truc c'est je serai fini à jamais si on le retrouve. À 50 likes, je retrouve le Skyblog. Et je commençais en plus à écrire des super beaux poèmes là-bas. Des poèmes. Ouais. On est loin des posts LinkedIn. Et justement, c'est ça la base, c'est que je commençais à écrire des poèmes sur Skyblog. Et du coup, après, je me suis dit, tiens, sur Bahut.com, qu'est-ce que je peux faire? Je vais créer des clubs. Moi, j'adore la comédie, j'adorais à l'époque suivre Jamel Debbouze, etc. Et je me suis dit, je vais créer le club qui s'appelle Comédie. Et il n'y avait pas beaucoup de groupes, un peu comme les groupes Facebook. Et du coup, il y avait des groupes de musique, surtout qui marchaient bien. Et du coup, j'avais créé ce club. Et du coup, j'avais eu quelques centaines de personnes dans les tout débuts. Et je me suis dit, c'est super cool, etc. Et je commençais à partager des micro-textes d'humour, des micro-textes ou des micro-vidéos de comédiens. Et ça commençait à prendre un petit peu tranquillement. Et du coup, en même temps, je vois qu'il y a une faille. En fait, il suffit d'appuyer plein de fois avec l'autre compte, c'est-à-dire pas celui qui est administrateur, mais avec quelqu'un d'autre. Donc, j'avais pris le compte de mon frangin. Et quand tu appuyais plein de fois sur s'abonner, ça augmentait de manière exponentielle le nombre d'abonnés. Ce qui fait que j'étais arrivé à près de 30 000 membres sur mon club, alors qu'en réalité, j'en avais 500. C'est le début des pods. Et du coup, j'étais un peu comme les top tweets, j'étais carrément sur l'écran d'affichage de la page d'accueil de ce réseau social, de Bahut.com, en deuxième position avec le plus gros nombre de membres. Et forcément, comme ils ont vu ça, et après, ils ont vu qu'il y avait la faille. Mais entre-temps, comme moi, j'ai une belle visibilité. T'as chopé des vrais gens. J'ai chopé des vrais gens et je suis monté à réellement 20 000 membres. Non, c'est dingue. C'était une folie. Le tricheur, quoi. Et à côté de ça, je me suis dit, attends, je commence à être the personne sur Bahut.com, je vais me créer un petit club de poèmes, tu vois. Et du coup, je me crée un petit club de poèmes en parallèle où là, je m'excite pas sur le truc parce que je vais être un peu purée. Et c'est là qu'il y a plusieurs personnes, dont des filles qui kiffent mes écrits. Là, je me dis, oh, beau gosse. À l'époque, on se dit, les poèmes, ça fait un petit peu cliché et tout ça. Là, je me dis, mais le cliché, il marche, c'est dingue. Certain. Ouais, c'est clair pour ça. Et du coup, je m'enflamme, voilà. Et puis après, il y a des personnes avec qui j'échange en fait de ce club-là sur MSN. Et du coup, dont une asiatique qui, moi, me tape vraiment à l'œil. Et du coup, alors qu'à l'origine, je n'étais pas forcément attiré par les asiatiques du tout. Et du coup, je commence à échanger avec elle. Et là, je vois que c'est pas juste, en fait, continuer à augmenter mon ego, à me dire, t'as vu, je suis un peu la star, j'écris des beaux poèmes, machin. Là, il se crée une vraie conversation, une vraie relation. Et du coup, de fil en aiguille, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et après, je suis allé sur Paris pour aller la rencontrer en vrai. C'est incroyable. Alors ma mère ne voulait pas que j'y aille. Non mais moi j'adore, je suis hyper fan des histoires comme ça. Ça veut dire qu'attends, t'as attiré ton prospect sur Bahut.com, t'as converti sur MSN, quel scandale! Et c'est ça, je m'en rendais même pas compte. Et quand aujourd'hui je communique sur LinkedIn, peut-être qu'inconsciemment il y a certaines, tu vois, certaines choses qui restent, certaines manières de faire, certaines techniques, je sais pas.
Mais Ok. du coup, non, après sur LinkedIn, j'y vais pas pour créer des poèmes, ni pour, Bien sûr. ni pour choper, quoi. Non, maintenant ça y est, t'es casé. Quoi. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, je comprends. Je suis tranquille. Donc là, en gros, tu as découvert un petit peu la création de contenu à travers les voyages, à travers Bruno Maltor, etc. Donc Ouais. les blogs voyages, les vidéos. Tu pars en voyage, tu commences à créer du contenu. C'est la première fois. Alors, tu avais déjà créé un petit peu sur bahut.com, mais là, tu crées du Ouais. contenu vidéo, du coup Voilà, du contenu écrit. Écrit, encore. Vraiment écrit, ouais. Ok. Ouais. Toujours de l'écriture. Et là, tu es sur quelle plateforme? Là, je suis sur le blog Ok. et à côté, en parallèle, j'ai une page Facebook. Parce que ça marchait très très bien, les pages Ouais. Facebook, 2012-2013. Du coup, je développe petit à petit ma communauté et je commence à me faire connaître un petit peu dans cet univers-là. Et du coup, je suis contacté par une association à l'époque qui est très très populaire auprès de la communauté cambodgienne. Et du coup, pour faire une interview. Et du coup, je me dis, waouh, je suis interviewé alors que c'est un truc limite que j'aurais jamais imaginé, jamais cru accessible, et par des personnes qui connaissent des célébrités et des personnes hautement placées au Cambodge. Je me suis dit, c'est une dinguerie. Le mec, deux mecs en fait de l'association m'interviewent pour après publier ça sur leur site associatif, mais qui a quand même énormément de personnes qui suivent. Je crois que c'est à l'époque, ça peut paraître bateau, mais il faut se remettre dans le contexte. Il y a plus de 10 000 membres en fait. C'est fou. Donc c'est un truc de fou. Mais t'as les chocottes à ce moment-là quand on Et à ce propose moment-là, ça ouais, je tremble, je dis waouh, les gars ils m'interviewent. Et puis après on se fait une visio, il me dit ah, je pensais que t'étais cambodgien. Ah, ça fait plaisir ça. Je fais bah ouais, je suis un petit peu bridé vite fait quoi. Quand je souris, on voit pas mes yeux. Voilà. Non, il me dit parce que en fait la manière dont tu communiques, la manière dont tu apportes en fait des spécificités par rapport au pays, etc. On a vraiment la sensation en fait que t'étais cambodgien. Je dis bah c'est que je triche un peu, c'est que ma compagne elle est khmer et du coup c'est pour ça que j'ai accès à pas mal d'informations que des Français n'auraient peut-être pas accès. Du coup, je voyage aussi au Cambodge, je prends des photos aussi avec les beaux-parents pour présenter les fruits, dont l'un des plus fruits le fruit qui pue le plus, le durian. Oui, Ça j'ai sent entendu tellement parler. fort et en bouche, c'est tellement fort que je me dis waouh, j'ai découvert le roquefort cambodgien quoi. Et c'est bon ou pas? Tu mets ça sur du pain avec du beurre un peu ou pas? Ouais, j'essaie de le tartiner, mais honnêtement, ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, mais mon fils, lui, quand on a été en voyage, ouais, il kiffe. Ouais, il adore ça. Ah ouais? Ouais. Mais à ce moment-là, quand tu as cette première interview, le premier truc qui me vient en tête, c'est est-ce que début du syndrome de l'imposteur ou tu te le trimballais déjà pas mal avant? Je me le trimballais déjà avant. Ouais. Moi, en fait, le syndrome de l'imposteur, je me suis trimballé depuis que je suis tout petit, en fait. Parce que dans ma famille, comme on est issu de la classe moyenne, après, je veux pas tomber dans le cliché, je suis parti de rien, blablabla. Mais en gros, l'idée, c'est que j'avais aucun modèle entrepreneurial, j'avais aucun modèle de personne qui prenait la parole sur Internet ou de manière globale qui prenait la parole tout court, hormis dans les sphères privées. Et du coup, en fait, dès que je commençais à prendre la parole quelque part, dès que je commençais à vivre des choses que dans ma famille, personne n'avait vécues, ni au sein de mes amis, je me dis, waouh, je suis là, qui suis-je pour être là, en fait? Qu'est-ce que j'ai mérité pour être là? Et finalement, je le trimballe jusqu'à il y a pas longtemps, en fait. Et je suis sûr que même si je vais sur d'autres zones en dehors de mon champ de compétences, je pourrais avoir ce syndrome-là, c'est sûr. Est-ce que dans un sens, t'attendais que quelqu'un te valide ou tu t'es dit, bon, au pire, je me le trimballe, c'est pas grave? Je me suis dit, je me le trimballe, c'est pas grave, parce que de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera à ma place. Donc j'agrandis cette zone de confort, j'essaye de prendre sur moi et je me dis, au pire, qu'est-ce qui se passe? Quel serait le pire scénario? Et généralement, le pire scénario, en fait, c'est qu'on s'est juste rendu un peu plus visible. Et si on a capoté, si par exemple dans une interview j'ai bafouillé, si par exemple j'ai mené une action et que ça s'est pas passé comme j'avais vraiment voulu, si c'est pas parfait, et c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Voilà, Okay. c'est le truc. Pas mal comme philosophie, ça. Ouais. Je sais pas si t'aimes bien, moi j'aime bien. Ok. Donc à cette époque-là, on a les voyages, on commence à avoir de la création de contenu sur Facebook. T'étais assez jeune, t'étais dans ta vingtaine, Ouais. t'étais amoureux. Ouais. Est-ce que tu avais déjà une vision de ce qu'allait ressembler ta vie pro vers 35 ans, vers l'âge où tu es là? Absolument pas. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à me projeter. En fait, déjà, si je me dis projette-toi dans 5 ans, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai du mal à me projeter dans 2 ans. En fait, comme j'ai vécu pas mal de drames par mon passé, beaucoup dans mon adolescence,
J'ai plus appris à vivre au jour le jour en fait. Et du coup, cette philosophie de vivre au jour le jour a été assez difficile pour moi de réussir à me projeter dans un avenir. Je me dis en fait, si je me projette dans un avenir et qu'il m'arrive les mêmes dingueries que ce que j'ai vécu par le passé, du coup, à quoi bon en fait? Ça va être plus dur. Tu t'es pas dit, Ouais. comme je me suis renforcée, ça va le faire? Tu t'es plutôt dit, ça va être encore plus dur qu'avant? Ouais, Ok. ouais, clairement. Ouais. Ok. Et c'est à force de me prendre après des murs, de tester, de gagner en expérience, que ce soit dans le milieu perso ou dans le milieu pro, que je me suis forgé une carapace, que j'ai appris la dure réalité de la vie et que j'ai petit à petit en fait essayé de lâcher prise et que j'ai petit à petit en fait essayé de prendre un peu plus de risques et de dépasser un peu mes blocages, mes peurs psychologiques et mes fausses croyances en fait. Parce que quand tu vis dans un milieu, dans un contexte personnel, familial qui est très compliqué, en fait, tu es totalement cassé en fait, de l'intérieur. Et le seul moyen d'en sortir, c'est soit tu as quelqu'un qui t'aide, qui t'accompagne, qui te prend la main, qui te tire vers le haut et qui te sort de cette merde, soit tu nages dans la merde et tu vas jusqu'au rivage et c'est toi qui dois te débrouiller tout seul. Et du coup, j'ai dû nager dans cette merde-là pour me débrouiller tout seul. Et du coup, c'est là que ça n'a pas été très facile. Et du coup, c'est en nageant dedans que j'ai appris à faire la brasse, à faire le crawl et finalement à nager un peu plus sur le dos pour rejoindre le rivage. Et tu penses que le rivage, tu l'as atteint vers quel âge à peu près? Le rivage, je pense que je l'ai atteint, d'un point de vue personnel, je l'ai atteint quand j'ai rencontré ma compagne aujourd'hui. Voilà, ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est le cas, parce que c'est elle qui m'a sorti de cette merde-là, on va dire émotionnellement et personnellement. Et professionnellement, c'est quand j'ai rencontré Renaud et qui m'a aidé en fait à faire cette reconversion professionnelle. Ça a tout changé en fait, parce que je suis sorti d'un moment où je ne sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie pro à maintenant je sais qu'il y a une voie qui est possible et du coup je vais tester cette voie-là parce que je sais que maintenant c'est possible. Et j'essaye, je verrai ce que ça donne. Si je me plante, c'est pas grave, mais on avance et puis advienne que pourra. Est-ce que le fait que ça vienne d'une reconversion, que tu n'aies pas fait d'études, que tu n'avais personne pour te pousser, que tu n'as personne qui t'a dit c'est bien gamin, tu vas y arriver, est-ce que ça a relancé du coup un syndrome de l'imposteur un peu différent? De se dire merde, j'ai pas le parcours classique, j'ai commencé un peu tard? Alors ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où il m'a accepté, ça m'a redonné confiance. Je me suis dit que finalement, en gros, il y a des gens qui peuvent croire en toi, même si tu n'as aucune compétence dans le milieu dans lequel tu veux te reconvertir. Il y a des gens qui sont prêts à t'accueillir, il y a des gens qui sont prêts à prendre le risque de te former et que tu travailles sur des missions clients pour eux, alors qu'il y a 3 mois, tu savais juste faire du 512 banques sur un bilan comptable. Du coup, à partir de là, ces 6 mois-là, ça m'a permis de chercher une formation en alternance pour valider mes acquis, parce que moi j'étais encore dans cette idée de il faut impérativement que j'ai un master, etc. parce que c'était la seule voie pour moi de me sortir de ma condition, de me dire que je vais pas finir entre guillemets maçon, mais que je vais pouvoir faire des métiers qui me plaisent et qui ne sont pas les métiers que ceux que font dans ma famille, parce que j'ai très bien vu qu'au bout de certaines années, ils étaient totalement cassés en fait. Moi, ça ne me faisait pas rêver. Mon rêve était ailleurs. Et du coup, c'est comme ça que j'ai continué à travailler et j'ai postulé dans plein d'écoles et finalement, j'ai réussi à trouver une entreprise en alternance à Rennes pour me former en tant que référenceur, donc pour je ne sais pas si les personnes savent ce que c'est, mais à améliorer les positions dans les résultats de recherche de Google. Et j'ai bossé pendant 1 année en alternance, que comme ma mère n'avait pas les moyens de payer mes études, que j'étais boursier, etc. Donc très difficile de pouvoir se payer une formation. Donc je bosse en parallèle en intérim, puis après du coup je fais cette alternance-là. Et à partir de là, je me mets à chercher du coup un poste en tant que chargé de projet web ou en tant que référenceur dans une entreprise. Et là, s'ensuit un long chemin, très très long chemin. Très long chemin? Ouais. Semé d'embûches? Ouais. Ouais, semé d'embûches. Le long chemin, on dit quoi? On dit une dizaine d'années? Non, moins que ça. Non, parce que là, on est en 2013. 2 ans. 2 ans. En 2015. Ok. Et pendant 2 ans, long chemin parce que tu as dû tout apprendre à partir de zéro?
Parce que du coup, aucune boîte ne m'acceptait parce que j'avais pas suffisamment de compétences, d'expérience, de qualifications, parce que j'avais juste un bac+3 avec une option web marketing, parce que les diplômes digitaux, etc., ça n'existait pas encore, c'était les prémices, et il y avait juste des options en fait. Donc j'ai fait un bachelor marketing couplé avec le web marketing, parce que moi je voulais être référenceur. Donc j'avais qu'une expérience d'1 an, les missions que j'avais étaient basiques, donc ça n'intéressait pas des agences web à m'embaucher, et ça n'intéressait pas non plus des entreprises que moi j'avais ciblées, donc surtout des assez grosses boîtes à m'embaucher. Donc je me suis dit, je vais essayer les petites boîtes, mais elles n'avaient pas le budget pour créer des postes. Je sais pas si ça se voit sur ma tronche, mais à ce moment précis, mon cerveau est en train d'exploser. J'ai la tête qui bouillonne dans tous les sens. T'en penses quoi, toi? Bon allez, on reprend. Donc du coup, pendant 2 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà, moi à Rennes, j'avais un double loyer à payer. Donc Rennes plus à Nantes, parce que j'avais le logement avec ma compagne. Donc quand je reviens à Nantes, finalement, je me dis, faut que je trouve un emploi. Je peux pas attendre comme ça. Donc du coup, j'enchaîne les missions d'intérim. Je plie les enveloppes pour les élections. Je crois que c'était présidentielle à l'époque ou législative, je ne sais plus. Je fais des mises en rayon dans les supermarchés. Je vais faire du copier-coller de cellules Excel sur d'autres fichiers Excel, parce qu'il n'y avait pas de système d'automatisation à l'époque. Oui. Donc du coup, pendant des heures, je fais des copier-coller et toutes les 10 minutes, je regarde l'heure, c'est un enfer. À la fin de la journée, j'en peux plus, je peux même plus regarder un seul écran. Et du coup, j'enchaîne plein de petits boulots comme ça avec des missions d'intérim. Juste pour me situer un petit peu, t'avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, on est en 2014, j'ai 25 ans. Ouais, t'as 25 ans, t'avais mon âge, quoi. J'avais ton âge. Okay. Et c'est là que tu te dis, je suis impressionné moi, par rapport au fait que toi, tu en es là. Et c'est ça qui est impressionnant. Moi, je suis toujours en fait très admiratif en fait. Des gens qui ont 20-25 ans et qui en sont déjà là au même stade que moi, où j'en ai 33 ans, et je trouve ça vraiment super admiratif. Moi je suis admirative de toi qu'à ce parcours-là, parce que moi j'ai eu de la chance de vite trouver ce qui me plaisait. Et ce qui est amusant, et ce que je ne savais pas avant que tu le dises aujourd'hui, c'est qu'on a tous les deux commencé avec la même excuse qui est la rage. Juste la haine des autres, de soi, de ne pas réussir, de ne pas avoir les mêmes chances que les autres. Moi, je sais que j'ai commencé par vengeance au début pour montrer à tout le monde, personne croit en moi, je me suis fait virer 3 fois, je vais vous montrer que je suis capable de faire un truc quand même. Ouais. Et toi, il y avait ce côté, genre, vous m'avez pas filé, comme tu dis, la vie t'envoie des murs dans la tronche, t'as appris à faire le crawl, et c'est énervant quand tu fais le crawl. Vraiment, t'en as marre, tu te dis, moi je suis en train de faire le crawl, alors qu'à côté, le mec, il est sur un bateau. Sur un bateau ou sur un jet ski, puis il est déjà sur la berge, et toi, tu continues à nager dans ton bain de boue, quoi. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de se dire que moi, je suis là où j'en suis à mon âge, mais toi, à cet âge-là, tu faisais de l'intérim, des petits boulots, tu savais pas ce que tu voulais en faire, et pourtant, aujourd'hui, tu as réussi à créer ça. Donc, je trouve que c'est un message hyper fort aussi de se dire, on ne naît pas avec « je vais être entrepreneur, j'ai une vision, c'est sûr », on fait pas des études d'entrepreneuriat, même si ça existe. On se lève pas un matin en disant « je sais exactement ce que je veux faire et ça va marcher ». Des fois, on est paumé pendant des années, et d'un coup, paf. Mais du coup, c'est ma prochaine question. Comment ça s'est passé ce paf? Ce paf. Du coup, je me rappelle, je travaille dans une banque. Je ne suis pas banquier, mais je travaille au sous-sol des banques. Okay. Et du coup, je trie courrier. Je trie courrier pour les banques. On est en 2015. J'ai 26 ans. Un boulot passionnant, quoi. Un truc. Le kiff total. Tu t'éclates. Mais l'ambiance est excellente, par contre. Okay. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais au taf avec la pêche. Je sais en fait que ce que je vis là pendant 2 ans, je sais que c'est temporaire. Je sais que je vais finir par trouver une boîte, je sais que je vais finir par trouver quelque chose, parce que je lâche pas, je vais finir par y arriver. Et au moment où je suis en train de trier tout ce courrier-là, je reçois le message d'un de mes meilleurs amis qui me dit « Écoute, je peux déposer ton CV dans la boîte dans laquelle je travaille, il n'y a pas de poste, mais probablement que le patron veut créer ce poste-là. Je lui ai parlé de toi. Je lui dis que tu avais les compétences, mais surtout que tu étais quelqu'un qui allait se donner à fond, même si tu ne sors pas avec un bac+5 avec les compétences d'Einstein. Okay. Donc il y avait ce côté aussi où tes amis voyaient ta valeur, et il s'est dit qu'il y avait des gens qui le reconnaîtraient aussi, parce que mine de rien, là on parle beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément cru en toi tout de suite, moi je trouve ça absolument scandaleux de se fixer sur le CV, de se fixer sur les études. Il savait dans le fond que ce patron voyait le côté mérite plutôt, genre il a la niaque, il a la dalle. Parce que ce même patron-là, il est lui-même parti de rien. En fait. Il a tout construit de celle-là. Pour après construire en fait
une grosse boîte très bien positionnée dans l'industrie. Ok. Et du coup, il envoie mon CV et là, je reçois un appel qui me dit écoute, ton CV me plaît, ta lettre de motivation me plaît, elle change de ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà, c'est un bon signe pour moi. Je te donne rendez-vous mardi soir à 18h, tu viens et puis on échange. Je me pointe avec un costume 10 fois trop grand que moi parce que j'ai pas le moyen de m'acheter un autre costume. Et à l'époque, en fait, j'étais passé de 85 kg à 52 kg. Pas parce que la vie m'a remis une brique, mais parce que je voulais juste perdre du poids. Et du coup, je me suis parti en mode j'ai pas peut-être atteint mon objectif pro, mais je vais atteindre cet objectif perso de perdre du poids, bordel. Et t'étais content de l'avoir. Du coup, j'étais content. Je débarque comme un pingouin avec un costume 10 fois trop grand, je nage dedans, tu pourrais en mettre deux comme moi dedans, coucou. Deux pitons dans un deux costume. pitons dedans, c'est trop ça quoi. Et du coup, je me pointe, déjà je vois leur sourire en mode j'arrive bien habillé, puis il me dit ça, tu pouvais bien en jean basket ici, il n'y a pas de souci. Et je regarde le patron, il est juste en polo, jean basket. Le responsable marketing pareil. Du coup, je me pointe, je fais mon truc. Et là, je me dis, je vais apprendre de mes erreurs passées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me pointais comme une fleur, juste pour passer un entretien, avec une motivation, mais sans savoir réellement mettre en avant mes compétences. Là, je dis, ok, ça y est, j'ai mon bachelor, j'ai fait une alternance dans le web marketing, je postule pour un poste une création de poste chargé de projet web. Et du coup, j'arrive tout de suite avec des propositions d'optimisation de sites internet, des propositions d'amélioration marketing, etc. Et je leur balance carrément un plan d'action. J'arrive, je me présente, je fais ça, je leur balance tout ça et je leur dis voici la clé USB, il y a toutes les informations dessus si vous voulez améliorer votre site internet et tout ça. Même si vous ne m'embauchez pas, ça me fait plaisir. Le culot. Le culot. Et du coup, je me suis dit, je donne tout, généreux à bloc, s'ils ne me prennent pas, c'est pas grave. Ils repartent avec toutes mes solutions et puis ils en font ce qu'ils en veulent et puis ça fait partie du jeu. Si c'est ok, et mon petit gars, t'auras réussi ton coup. Oh, le jackpot quoi. Et mon petit gars, t'as réussi ton coup. Bravo. Et du coup, j'ai été embauché en CDI. Du coup, mon premier vrai CDI pour une création de poste sur lequel on me fait confiance et sur lequel va falloir que je me donne à fond parce que j'ai tout à apprendre, j'ai tout à construire. Donc là, tu débarques dans ce poste-là, premier poste où on te fait confiance, web marketing, tu fais enfin ce que t'aimes, t'es plus stable, t'es à Nantes, t'as ton CDI, t'as ta compagne, t'as ton appart, t'es bien. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec le réseau social LinkedIn ? Ouais. Alors du coup, c'est particulier. Donc, j'ai tout à construire. Donc, je crée les premières pages entreprises sur LinkedIn pour le groupe, parce que c'est une grosse boîte industrielle, il y a plusieurs sociétés au sein de ce groupe-là. Et l'idée, c'est de gagner en notoriété et en visibilité à travers les pages entreprises. Donc, on est en 2015-2016. Donc, du coup, je fais avec les moyens du bord. Je crée les comptes sur les pages entreprises. Je commence à publier des posts qui me paraissent nickel, c'est du post promotionnel ultra voyant. Et du coup, je mets en avant les coulisses, les salons sur lesquels on se présente, je fais des micro-vidéos, etc. Donc j'essaie de rendre le truc beaucoup plus vivant que ce que j'ai l'habitude de voir déjà. Mais ça reste encore assez corporate, assez lisse, assez plat. Et je ne mets pas du tout en avant ma personnalité sur la page entreprise. Je me dis qu'on n'est pas Oasis, quoi. Et surtout, si je mets des petites blagues en mode Oasis, je pense que je vais recevoir un coup de téléphone. Christopher, tu peux monter ? Oui, j'arrive. À l'époque, il y avait quand même un peu de pression et toi, tu avais quand même cette volonté de rendre ça fun. Mais la seule image que tu avais de boîte qui avait une vraie personnalité, c'était Oasis. Pour moi, c'était ça, ouais. C'était celle qui dégageait beaucoup plus de personnalité, de fun et qui rendait finalement les contenus moins chiants, quoi, moins corporate. Et je me suis dit, comment moi je peux m'inspirer de ces boîtes-là pour l'adapter à l'univers industriel. Donc moi j'avais encore toutes ces idées-là, sauf que forcément, même si j'ai des idées qui sont créatives, novatrices, etc., ça ne plaît pas forcément parce qu'il faut rappeler que je bosse dans un univers qui est assez empirique, avec des codes très archaïques, où même si le patron, tu vois, il est en pull, etc., la manière de travailler reste très industrielle, très corpo, avec une ancienne mentalité en fait. Et c'est ok, je fais avec. Donc j'essaye finalement
d'apporter du fun tout en un petit peu me préservant pour pas faire de conneries et puis me retrouver sur le paillasson devant la boîte, quoi. Et tu commences à apprécier LinkedIn en passant un peu de temps dessus, mine de rien. Je commence à apprécier. Qu'est-ce que tu aimais sur LinkedIn à l'époque? Ce que j'aimais bien, c'était pas tant finalement moi communiquer sur les pages d'entreprise, mais suivre des gens qui, eux, prenaient la parole sur leur propre profil et des personnes qui étaient moins corpo. Et du coup, les premières personnes que j'ai réellement commencé à suivre, parce que comme tout salarié, plus ou moins, je me connecte, je publie mon truc, je me casse, avec aucune réelle vocation de développer à fond les pages, parce que les réseaux sociaux, moi, c'était juste une toute petite partie de mon activité quand j'étais salarié. Donc, je m'en occupais vite fait une heure par semaine. Et du coup, je suivais un gars, Grégory Logan, qui aujourd'hui est encore très connu sur LinkedIn, mais à cette période-là où on ne voyait que lui en fait sur le fil d'actualité. Français? Suisse. Ok. Ouais. Et du coup, je suis ce gars-là et il parle pas mal de dev perso, il parle pas mal d'anecdotes de pro, de vie, etc. Et je me dis, waouh, c'est fun, il y a des gens qui sont ultra engagés, il y a des gens qui kiffent ce qu'il fait, qui commentent, qui interagissent et tout. Je me dis, waouh, c'est génial. Et du coup, j'aimerais bien faire pareil. Sauf que je suis vraiment trop sur la réserve. J'ai peur que si je prends la parole sur ce ton-là avec mon style, avec mon opinion, tout simplement, j'ai peur de me faire dégager de la boîte. D'accord. De faire l'erreur qu'il ne faut pas. Et de me dire, tu t'es cru où là? T'as cru qu'on était à la foire fouille là? Et donc en gros, je suis ce gars-là, donc on est en 2016-2017. Voilà, je fais juste que suivre de manière passivement, et à côté de ça, je suis plein d'autres mecs dans le marketing que je suis. À l'époque, Antoine BM avec tous ses vlogs, etc., ses newsletters, Stan Leloup pour les contenus beaucoup plus longs, fouiller, travailler. Et tout cet univers-là, finalement, me fait bouillir mon cerveau, me donne plein d'idées, plein d'envies. Et c'est pas sur LinkedIn directement que je vais publier ma première vidéo où je parle business, entre guillemets, où je mets en avant un côté plus pro. C'est une première vidéo sur ma page Facebook, entreprise. Du coup, je vais courir, je vais faire une course à pied. Et finalement, je m'arrête et puis je prends ma vidéo et je la fais à la Antoine BM où je raconte un truc et je fais une petite intro et une outro où je suis en train de courir, etc. Génial. Et c'est la première vidéo que je plug. Et c'est là où l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui m'avait dit que c'était excellent. Il avait montré ma vidéo à plein d'autres personnes de son réseau pro à l'époque. Je fais, mais t'es fou, je suis en train de courir et tout. Il fait, tu veux être visible, gars? Je vais te rendre un peu plus visible. Génial. C'était génial. C'est super. Ouais. Et du coup, après, moi, c'est la première expérience qui m'a donné confiance en moi à montrer ma tronche face caméra. Ok. Et à partir de là, petit à petit, je commence à publier quelques trucs sur mon propre profil, mais qui restaient pro et restaient vraiment bien ancrés avec l'activité de la boîte pour laquelle je travaille. À l'époque, est-ce que ton profil, il était brandé donc à l'image de la boîte ou pas? Non. Okay. Non. Il n'y avait pas les couleurs de la boîte, non, il y avait juste écrit que tu bossais chez telle boîte. Voilà, et juste je bossais là, j'avais juste gardé moi ma bannière un petit peu de voyage parce que j'avais encore en gros cette arrière-pensée de blog voyage, j'aime le voyage, croyez en vous, blablabla. Ce qui est super amusant parce que je fais un mini parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en 2023, ce sont les contenus qui plaisent le plus sur LinkedIn, c'est les contenus exploration voyage. Ouais, c'est ce qui passionne, qui déchaîne les foules. Je pense à Mathilde Cossé qui a eu en moins d'un an 50 000 abonnés. Ouais. Je pense à Ulysse Lubin qui a presque 100 000 abonnés aussi. Et ses posts font presque 1 million de vues à chaque fois. C'est fou, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Génial. Et du coup, en fait, je suivais ces personnes-là, moi, depuis ce moment-là. Et c'est plutôt arrivé à fin 2017 où là, tout bascule. Fin 2017, je ne mentionnerai pas les personnes, mais ma responsable RH assiste à une formation sur LinkedIn. Et suite à cette formation-là, elle vient me voir, on fait un point, elle me dit voilà, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voici comment il faut que tu gères la page d'entreprise, voici les conseils, si tu as besoin d'aide, tu viens me voir. Je me dis attends, j'ai été embauché en tant que chargé de projet web, c'est pas une responsable RH qui doit me dire ce que je dois faire dans mon travail. C'est comme si moi je vais dire, toi maintenant pour recruter une personne, tu vas faire comme ça, parce que j'ai assisté à une formation d'une journée. Mon ego en prend une grosse claque, mon orgueil claqué au sol, et du coup je me dis, attends, je vais lui montrer que je sais gérer LinkedIn, et à partir de là,
banco, je me lance à pleine balle sur LinkedIn, sur mon compte perso, pour parler de web marketing. On revient à ce côté rage et vengeance de tiens, je vais te montrer et tu vas bien voir qui je suis. Ouais, tu vas voir. Tu crois que je suis en train de faire le crawl dans la boue, tu vas voir, je vais arriver rapidement au rivage. Là, ce coup-ci, j'ai dégagé le mec qui était sur son bateau et je suis monté dedans. J'adore l'image. Il y a un tsunami qui est arrivé derrière, c'est plus loin. Ok, je vois le genre. Donc ça t'a filé la haine. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, je me lance un simple défi basé sur un peu toutes mes mentors d'époque, Antoine BM, Sadnou, etc., où finalement, ils publient un contenu par jour. Et je me dis, le seul moyen de tester si j'arrive à construire une bribe de communauté, si j'arrive à générer des likes, de l'engagement, à me rendre un peu plus visible, je vais publier un post par jour pendant 90 jours. Et je commence le 2 janvier 2018. Et à la fin de ces 90 jours, qu'est-ce que t'en tires comme enseignement ? À la fin de ces 90 jours, c'est juste du kiff parce que finalement, je crée du lien avec des gens. Je crée des conversations en commentaire, chose que j'avais jamais de commentaires parce que j'avais juste 3 pauvres likes parce que je partageais juste des actus, des articles et des machins. J'ai des conversations en message privé, alors qu'à l'époque, ma message privé, c'était le néant. Et du coup, je commence à créer des liens avec des gens. Et je me dis, c'est génial, pourquoi s'arrêter là ? Maintenant que j'ai kiffé, que j'ai ces bribes de retour, donc à l'époque, j'ai aucune vocation business, je me dis, banco, je continue et sur un an, et je publie tous les jours jusqu'à la fin de l'année, et advienne que pourra, peut-être il y aura des opportunités. Et t'as tenu ? Et j'ai tenu un an, alors j'ai publié réellement, je m'en rappelle, 321 posts. Sur 365 jours. Ouais. Waouh ! Alors qu'à l'époque, je ne publie pas du tout. Donc là, c'était excellent en termes de routine d'écriture, bien sûr. De génération d'idées, de tests, d'itération. Et c'est là que j'ai commencé à kiffer et à comprendre l'intérêt de ce que je faisais, de ce que je voulais faire. C'est-à-dire, par l'époque, j'aimais bien décomposer les choses. Là, j'ai décomposé les posts du gars que je suivais, Grégory Logan à l'époque, pour savoir comment que lui réussissait à générer l'engagement, à créer une foule, un noyau dur de fans, de personnes qui le suivent en commentaire et tout. Et là, je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui se créait parce que les gens commençaient à me suivre. Et rapidement, j'ai commencé à créer un branding à l'époque. Une image de marque. Avec une image de marque parce que je savais qu'il y avait le moyen de se différencier sur LinkedIn parce que la majorité des créateurs de contenu à cette époque-là étaient beaucoup plus sur Facebook, à faire plein de pubs Facebook, sur YouTube et Instagram. Pas du tout sur LinkedIn. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des créateurs de contenu comme aujourd'hui qui expliquaient comment utiliser LinkedIn, qui parlaient de l'algorithme, qui racontaient leurs expériences, etc. ou pas du tout ? Alors, il y avait des personnes qui étaient assez calées, notamment ceux qui ont déjà écrit des livres sur le sujet, mais avec un ton très corporate, et qui expliquaient finalement, oui, comment utiliser LinkedIn, mais à leur époque, avec leur manière de voir les choses, avec une tonalité qui n'était pas la mienne, c'est-à-dire je ne vais pas dénaturer, mais plus jeune, plus décomplexé en fait. Avec mes propres codes, moi, qui viennent d'Instagram, qui viennent de YouTube, qui viennent de l'influence voyage. D'accord. Et pas juste qui viennent de mes expériences de vie pro parce que je n'avais pas suffisamment de recul là-dessus. Et du coup, en fait, moi, je vais surtout m'imprégner de ce que je vois en dehors pour venir les importer à LinkedIn. Et du coup, forcément, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, installés, qui voient que je commence à prendre un peu plus de visibilité. Ça ne plaît pas forcément. Ils ont peut-être l'impression que je vais les détrôner. Alors que je viens juste d'arriver. Mais forcément, tu sais, sur le schéma de Nick Kruger, au tout début, quand tu es sur une ascension, que tu commences à découvrir quelque chose, une activité, tu as la sensation de tout savoir, de tout connaître, et tu pètes plus haut que ton cul. Et du coup, je pétais plus haut que mon cul. Et du coup, je commence à donner des conseils et tout, mais tant mieux, parce que du coup, je m'en foutais du regard des autres, j'étais en train de tester, j'étais en apprentissage. Mais c'est plus, les mois et les années sont passés, et plus, je me suis assagi, et je me suis dit que j'ai énormément de choses encore à apprendre, et c'était fun. Et du coup, je suis ces personnages, je teste, et au fur et à mesure des semaines et des mois, donc on est en 2018, les gens commencent à me demander si je peux les accompagner, si j'ai des conseils à leur donner, si j'ai pas une petite formation, un petit produit qui pourrait les aider, etc. Je lui dis non, je suis salarié, j'ai pas vocation à créer une boîte, je fais ça vraiment pour le fun, pour moi kiffer l'écriture, monter en compétence dans l'écriture et juste construire une communauté, parler avec des gens, vraiment avoir
un vivier de personnes qui sont dans mon univers, chose que je n'avais pas avant. Parce que, rappelons-le, voilà, je pars d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneuriale, où on n'est que dans le milieu du bâtiment, un environnement où j'arrive en alternance et je touche un petit peu certaines personnes de cet écosystème-là du web marketing, à là où j'arrive dans un milieu industriel où ils pitchent rien. Et du coup, eux, la première fois qu'on m'a présenté dans la boîte, c'était voici Christopher Piton, il va faire des likes sur Facebook. Waouh. Donc du coup, on partait de loin. Donc moi, je suis dans un écosystème où personne ne me comprend. Et du coup, le fait que là, j'arrive sur LinkedIn, que je crée du contenu, que les gens me comprennent et que je les comprenne, je me suis dit, ça y est. Je pense que là, j'ai trouvé quelque chose, le début de ma vraie voie. Okay. Ouais. Tout seul. Voilà, avec mon sac à dos. Et le rivage derrière. C'est ça. Ok. Tu as commencé à publier sur LinkedIn, et puis tu as commencé à te régaler sur le réseau, tu as lancé des challenges, tu as rencontré des gens, tu as créé une communauté, tu as créé du lien. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment précis pour que ta carrière prenne un tournant? Ouais, alors c'est quelque chose que j'ai jamais raconté. Par peur en fait. On est fin 2019, début 2020. C'est pas encore la pandémie, mais je commence à avoir de la clientèle parce que j'ai monté ma micro-entreprise début 2019. Donc je commence à construire ma clientèle, je commence à en parler sur LinkedIn, je commence à construire mon branding autour du coaching. Et du coup, j'efface totalement l'image de la boîte dans laquelle je travaille en tant que salarié. Et ça commence à pas très plaire en interne. Du style, certainement, il est en train de passer ses journées à faire du LinkedIn et il ne travaille pas pour nous. Sauf que je fais mon taf, les résultats de mon taf sont là. Et oui, je fais LinkedIn de temps en temps pour commenter, mais majoritairement, je suis présent le matin avant d'aller au boulot, le midi et le soir. Arrive un moment crucial où j'investis dans une formation en ligne. Toujours pour monter en compétences, pour développer, parce que je suis autodidacte. Et du coup, j'investis dans le copywriting, une formation chez un certain marketeur que je suis depuis toujours, Stan. Et du coup, je mitraille de questions. Comment on fait une bonne page de vente? Est-ce que tu pourrais regarder ma page de vente, etc. Je suis client, donc, et puis il fait des consultations hebdomadaires, donc il faut poser plein de questions, je pose plein de questions. Et à chaque fois, je le rapproche à LinkedIn. Est-ce que tu penses qu'un post comme ça est bien copyrighté pour LinkedIn, etc., etc. Alors que même, ça faisait 2 ans que je me mis sur LinkedIn, mais je voulais toujours avoir l'avis et l'aval d'un expert en copywriting. Et du coup, il me répond, etc., il répond et tout. Et puis, arrive décembre 2019. Il m'envoie un message et il me dit « Écoute, j'ai la maison d'édition Erol pour laquelle je suis en train d'écrire mon livre qui va être publié, qui cherche un professionnel de LinkedIn pour écrire un livre pour compléter leur collection. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à toi. Et là, je me mets dans la tête parce que je t'ai tellement mitraillé, mon gars, t'as eu que moi dans la tête. Du coup, je lui dis « Ouais, je suis chaud. Tu peux les mettre en relation avec moi. » À ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je viens de faire? Parce que j'avais regardé sa vidéo à lui de comment il a écrit son livre, du nombre d'heures qu'il y a passé, de l'investissement qu'il faut faire, et surtout, par rapport aux vidéos que j'avais aussi de Tim Ferriss, que si tu veux faire un bon livre, il faut que tu en fasses ta priorité numéro 1. À ce moment-là, je suis en plein projet immobilier, je suis en train d'acheter une maison, ça ne marche pas, et du coup, je suis en train de faire, en pleine réflexion pour chercher un terrain pour faire construire une maison. À ce moment-là, avec ma compagne, on est dans ces gros projets-là. On a aussi le projet d'avoir un enfant à ce moment-là aussi. Je suis salarié et je commence à me faire mes premiers clients et à commencer à augmenter mes prix. Et je me dis, si j'écris un livre et que je vais en faire ma priorité numéro 1, ça veut dire que faut que je gère mon LinkedIn, il faut que je gère mes clients, il faut que je gère mon taf de salarié et derrière, il faut que j'écris ce putain de livre. Donc il me reste quoi? Combien d'heures pour faire? Il me reste que les week-ends et les nuits. Donc du coup, j'en parle avant ma compagne. Je lui dis, je viens d'être appelé par Erol. Ils veulent que j'écris un livre pour eux. J'ai dit oui. Elle fait, t'as dit oui? C'est trop bien. Et tu vas faire comment? T'as pas hésité? J'ai pas hésité, mais je me suis dit, je lui en parle et si jamais ça le fait pas, j'annule le projet parce que j'ai rien signé. Du coup, on réfléchit ensemble et on se dit, je sais que ça va prendre au moins 9 mois, je sais que ça va être un lourd sacrifice, est-ce que tu es prête à ce qu'on fasse ce chemin ensemble? Est-ce que tu es prête à me soutenir pendant ces périodes-là où
je vais être très peu présent pour toi. Parce que du coup, par rapport à tout ce que j'ai à faire à côté de ça, je vais devoir travailler tous les week-ends. Ou du moins presque tous les week-ends. Elle me dit, écoute, c'est pas aujourd'hui que je vais te lâcher. Donc je te soutiens dans le projet, même si je sais qu'on va quand même s'engueuler, je pense. À certains moments, parce que voilà, je serai peut-être présent. Et même si tu dis oui, dans le vécu, au bout de certains mois, ça devient pesant et lourd, tu vois. Je me lance dans le projet, j'envoie le projet de livre du coup à l'éditeur. Du coup, il me dit OK, banco. Et finalement, je signe et c'est acté. Sauf que là, je me rends compte que va falloir que je passe des centaines d'heures dessus. Et je suis en train de me dire, je ne sais pas comment je vais faire. Je commence à passer le premier mois de janvier, le deuxième mois de février, à prendre tous mes week-ends. Et là, je me rends compte que ça va être super long parce que je m'étais mis comme objectif d'écrire le livre en un mois. Parce que je me suis dit, Stan, il l'écrit en un mois, il écrit 2000 mots par jour. Le premier jet en un mois du livre, 60 000 mots, c'est fait. Mais je me suis rendu compte très vite que j'étais pas Stan. Dans le fond, t'as mis... Alors, est-ce que tu peux me faire la phrase Je pensais que je pouvais écrire le livre en un mois et au final, j'ai mis... Je pensais que je pouvais écrire le livre en un mois et au final, j'en ai mis 4. C'est tout. Juste pour écrire le premier jet. Ah, le premier. Parce qu'après, il y a la phase de réécriture et de relecture. Ok. En tout, ça m'a pris presque 7 mois. Ok. Pour écrire le bouquin. Et heureusement, pour mon côté, il y a le Covid qui est arrivé. Le Covid m'a permis tout de suite de me libérer une charge mentale énorme qui est, je n'ai pas besoin de me justifier auprès de mes amis si je les vois peu. Du coup, je suis bloqué chez moi toute la journée, donc ma compagne, je la vois du coup plus que ce que j'aurais cru. Et du coup, je me plonge dès que je peux dans l'écriture du livre. Et entre guillemets, moi, le Covid de ce côté-là, entre guillemets, moi, m'a sauvé. Okay. Parce que je pense que j'aurais fait un burn-out, j'aurais pas réussi à écrire le livre. Parce que là, j'étais parti, mais sans calculer le temps que ça allait me prendre. J'ai clairement sous-estimé le temps de travail. Okay. Finalement, j'écris le livre, je construis le livre. Sauf que le livre, je le publie fin 2020. Fin 2020. Fin 2020, le 3 décembre 2020. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai déjà mon crédit qui est engagé, c'est signé. Donc, j'ai plus ma contrainte d'avoir impérativement le CDI pour signer ce projet immobilier, parce qu'on sait ce que c'est. Le livre est écrit, publié. Du coup, j'ai une moins de charge de travail. Et un mois plus tard, je claque ma dème. Et après, je commence réellement mon activité solopreneur. Officiellement en avril 2021. Donc, tu as écrit un bouquin sur LinkedIn, un réseau où tu as tout appris tout seul. Ouais. Tu avais fait une formation marketing, mais c'était même pas LinkedIn création de contenu. Non. Un moment de LinkedIn où il y avait personne dessus. Personne. Il y avait très peu de personnes qui parlaient de LinkedIn. En ayant un gros syndrome de l'imposteur parce que tu n'étais pas freelance, pas expert, aucune formation, etc. Ouais. Et tu l'as fini dans les temps et ça a fait un carton. Et ça a bien marché, ouais. Ça a bien marché. Mais après, là, ça en a suivi de ce syndrome, on va dire, de l'imposteur, personne ne sait vraiment que je suis salarié parce que je n'ai jamais communiqué. Et du coup, est-ce que je dis aux gens maintenant que ça y est, je suis officiellement full indépendant et tout ça? J'ai jamais fait. Parce que je me suis dit, si les gens me suivent depuis tout ce temps-là, parce que je l'ai presque caché, que j'étais salarié, que j'ai écrit un livre dessus pour aider les indépendants à développer leur activité. Je me dis, si moi je viens de dire que là je me lance, officiellement, même si j'avais un side project, c'était un side project en parallèle de mon activité, mais je ne vivais pas de cette activité de solopreneur, ça je vais me décrédibiliser direct. Carrément. Donc j'ai caché ça jusqu'à il y a très peu de temps où j'ai commencé à en parler dans des petites bribes de posts de manière subtile. Mais je pense que personne ne l'a réellement vu, ou peut-être que les gens s'en foutent totalement en fait. Et du coup, je pense que peut-être je le dirai un jour. En tout cas, ce jour-là, c'est dans ton podcast. T'as entendu ce qu'il a dit à ce moment-là? Moi, je m'y attendais pas du tout. Bon, allez, on reprend. C'est génial. Merci beaucoup pour ta confiance. Avec plaisir. De balancer ça comme ça. Ouais. Tu es le premier à le savoir. Attention. Si t'avais pu faire les choses autrement, t'aurais changé quelque chose? Je pourrais te dire oui, je pourrais changer énormément de choses, mais finalement, tout ce que j'ai vécu a fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Donc mine de rien, même si ça a été très dur, même si j'ai vécu pas mal de calvaires, je suis assez fier de là où j'en suis aujourd'hui. C'est sûr que je pourrais faire les choses différemment.
j'aurais pu commencer plus tôt, j'aurais pu écrire des contenus publics plus tôt, j'aurais pu lancer mon activité en parallèle plus tôt et surtout commencer à dire publiquement que je suis salarié, que je lance ce projet en parallèle et documenter en fait mes apprentissages au lieu d'impérativement garder ce statut d'expert pour que les gens me prennent pour un expert, pour que derrière je vende, parce que j'avais peur que si je n'ai pas ce statut d'expert-là, que je ne vaux rien. En gros, le livre a été une sorte de délivrance pour moi pour dire ça y est, je suis entre guillemets expert, je suis reconnu comme, et les gens vont percevoir finalement mes contenus au sérieux. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai pris encore plus confiance et que je me suis lancé en full indé, etc. Mais en cachant cet aspect salarié que j'avais, alors que je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes finalement à peut-être sauter le pas et à se dire que on peut être salarié, monter un projet en parallèle, le documenter, se construire son image de marque. Soit ça aidera forcément l'entreprise, et si un jour ça leur permet de décoller, pourquoi pas. En parlant d'aider les gens, est-ce que tu aurais un conseil à donner à la personne qui nous regarde, qui nous écoute aujourd'hui et qui se demande un petit peu où je vais aller, dans quoi je vais me lancer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain ? Carrément. Le premier conseil que je donnerais, c'est pas de refaire la même erreur que moi, c'est-à-dire documenter leurs apprentissages. Okay. Ça peut être quelque chose qu'on a appris la semaine dernière, le mois dernier, où moi je pourrais très bien documenter finalement ce parcours de salarié que je n'ai jamais parlé de manière publique. Et du coup, ça aidera forcément quelqu'un. Une personne qui est au même stade que soi a forcément des choses différentes à apprendre à quelqu'un en fait. Ok. Et on peut par exemple se dire, voilà, moi je débute sur LinkedIn par exemple, j'ai un peu de connaissances, mais j'en connais 90% de plus qu'une personne qui vient tout juste de se lancer. Et donc du coup, j'hésiterai pas à documenter mes apprentissages parce que finalement, je parle pas pour plaire à mes pairs, je ne parle pas pour plaire à ceux qui sont experts et là depuis 20 ans, je parle pour les gens à qui je m'adresse et les gens pour qui ils vont vraiment percevoir une forte valeur perçue. Okay. Et c'est ça moi qui m'importe, donc ce serait ce conseil-là. Ok. Et comment ça roule pour toi aujourd'hui ? Comment ça va ? Et ça va super bien. Donc aujourd'hui, j'ai réussi enfin à construire un business au service de mon style de vie. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas la prétention de vouloir chercher peut-être des millions. En tout cas, c'est pas ma vision. Et s'il y en a qui l'ont, et je suis très ravi pour eux, moi, c'est juste de vivre confortablement au quotidien, être tranquille dans ma campagne nantaise et après de construire des produits qui vont m'aider à pouvoir scaler et continuer à garder mon confort de vie tel que moi j'en ai par rapport à ma définition. Tu te régales toujours autant, tes clients sont sympas ? Ouais, ils sont toujours aussi sympas, ouais. Et ça, c'est hyper agréable. Travailler avec des gens qui partagent ta vision, qui partagent tes valeurs. Et finalement, tu as la sensation de dire tu travailles aussi avec des alliés et pas juste avec cette impression hiérarchique de je suis le coach, t'es le coaché, mais plutôt on construit quelque chose ensemble en fait. Et ça, c'est vraiment super cool, quoi. Et de voir que tu peux avoir un impact là où moi, par le passé, j'aurais aimé aussi recevoir cet impact. Tout à l'heure, tu me parlais des murs que tu te prenais dans la vie. Ouais. J'ai l'impression que tu es devenu un petit peu charpentier. Hein. J'ai l'impression que tu as repris un petit peu. Tu es un peu carré, mais j'ai l'impression que tu as. C'est parce que le pull est large. C'est ça. Non, mais tu vois, tu me parlais de prendre des murs et tout ça dans la face, mais mine de rien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, tu as repris un peu le boulot de ton père. Moi, je te vois maçon, tu construis des choses, tu as construit une maison, tu as construit un foyer, tu as construit une famille, tu as construit des relations avec tes clients, tu construis des stratégies édito. Et ça, c'est fort, tu vois. Donc, mine de rien, ça reste un monde virtuel, mais j'ai l'impression que tu as un petit peu repris le flambeau, mine de rien. Le maçon de LinkedIn. Change tout ton branding. Modifie tout. Je vais mettre un caisse de chantier pour mon nouveau branding. Dès demain, j'attends. C'est clair. J'irai le voir. En tout cas, merci beaucoup pour ce feedback. J'ai l'impression que ça va un petit peu trop bien pour toi en ce moment et je sais pas toi, moi j'ai très envie de le mettre au défi. On va faire un petit jeu, Christophe. Ouais, carrément. Partant. Je vais te poser 10 questions à la suite. Okay. Tu n'as pas le droit de me répondre tout de suite. Tu dois retenir tes réponses et me les ressortir d'un coup à la fin. C'est un peu un burger de la mort dans Burger Quiz. Ouais. Est-ce que tu es partant ? Chaud. Christopher, je vais te poser les questions une par une. Si tu veux te concentrer, tu peux fermer les yeux et bien te répéter les questions dans ta tête. Moi, je vais te les poser très doucement. Tu me fais un petit signe de tête quand c'est bon. T'es partant ? Allez, top à la vachette. Première question.
Est-ce qu'on dit LinkedIn ou LinkedIn? Oui, Question numéro 2. Quelle est la couleur de ton profil sur le réseau? Question numéro 3. Tu préfères ton livre ou ton fils? Question numéro 4. Vrai ou faux? Le mot ghostwriter avec un J signifiait en grec ancien « Excusez-moi mon bon monsieur, mais vous avez un morceau de salade coincé d'entre les dents. Non, pas celle-là, juste celle à droite. » Question numéro 5. Quel est le numéro de cette question? Question numéro 6. Est-ce que c'est vrai que tes neveux t'appellent tonton kiwi? Question numéro 7. À choisir, tu préférerais coacher sur LinkedIn Jacques Chirac ou Mylène Farmer? Question numéro 8. Ça va? Non. Question numéro 9. Est-ce qu'il vaut mieux publier sur LinkedIn le matin ou le soir? Et question numéro 10. Comment s'appelle ce podcast? Christopher, j'écoute tes 10 réponses. LinkedIn, jaune, fils, faux, oui. Oui. 5, oui. Mylène Farmer, 8. Oui. Ouais, c'était oui parce que c'est... ok. Il reste 2 questions. C'est les 2 dernières. Oh putain. C'était cool. Soir. L'effet kangourou. Bravo Christopher. J'ai la joie de te remettre ce kangourou d'or pour tes 10 bonnes réponses. Ce n'est pas un kangourou puisque c'est le premier épisode du podcast et on n'a pas encore le budget. Je te remercie vraiment pour ta participation. Tu peux embrasser. Merci. Le crâne, j'ai l'impression de me faire un petit bisou. C'est doux ou pas? C'est pas mal. Comme moi, ouais, c'est parfait. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir regarder directement notre spectateur dans les yeux et faire ton discours de remerciement aux Oscars à ta famille, à tes amis et à tous ceux qui t'ont propulsé là où tu es aujourd'hui. Et en tout cas, merci pour cette nomination. Je tenais forcément à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'ici, qui m'ont épaulé, qui m'ont tiré vers le haut et surtout qui m'ont tendu la main dans les moments qui n'étaient pas forcément les plus simples. Et du coup, je vous invite à faire de même, à tendre la main à des personnes parce que vous pouvez vraiment changer la vie de quelqu'un comme moi, on a réussi à changer la mienne. Merci beaucoup Christopher d'avoir été présent dans ce podcast. Merci pour ta présence pour ce tout premier épisode. Avec plaisir. Je vous mets tous les liens pour retrouver Christopher en description, les liens vers son site internet, vers son LinkedIn évidemment, la newsletter aussi que j'adore particulièrement. Et je te remercie beaucoup pour ta confiance et pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi pour cette interview qui a été vraiment très très émotionnelle pour moi et d'avoir pu partager des choses que je n'aurais peut-être pas partagées en dehors. Merci. C'est un plaisir.